Bonjour Rémi, comment tu vas? Et bonjour, très bien et toi? Super, super. Très ravi de t'accueillir sur le podcast. On va parler aujourd'hui de stock picking et d'actions qui sont délaissées, décotées, que personne ne veut, et comment on peut surperformer le marché avec ces actions. Je suis je suis incisif dès l'intro, quoi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es Rémi, d'où tu viens, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours et de qui tu es aujourd'hui pour nous parler de ces stratégies de stock picking? Très bien. Rémi Truchy de Varennes, j'ai, comme j'aime à le dire, hérité arbitrairement, comme mon patronyme l'indique, des 4 piliers de capitaux de Bourdieu, donc économique, culturelle, symbolique et sociale. Je suis ingénieur de formation. Aujourd'hui, je suis entrepreneur multirécidiviste dans le secteur financier et logiciel. J'ai commencé avec une première entreprise de conseil spécialisée dans le stock picking de small cap value, ce qui va être un des axes de discussion aujourd'hui, qui est le fait de dénicher des petites actions sous-évaluées en bourse, et qui ont, pour un ensemble de raisons, un avantage concurrentiel pour les particuliers, et qui sont en plus de ça une classe d'actifs bien plus performante que les large caps sur du long terme. Ce qui nous donnait un avantage concurrentiel et qui nous a permis finalement assez rapidement d'avoir des clients dans plus d'une dizaine de pays dès notre première année, c'était des algorithmes que j'avais développés en interne pour dénicher le top 0,1% de ces sociétés-là. Et mon rêve à la base, et la raison pour laquelle j'avais développé ce cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, c'était parce que je rêvais de construire un logiciel qui a vu le jour il y a un petit peu plus de 2 ans, qui s'appelle Value Investing Screener, qui a aujourd'hui plus d'1 millier de clients répartis dans plus de 20 pays. Et ensuite, suite au succès de ce logiciel, on a été également sollicité pour faire de la gestion de fortune. Donc, on s'est mis à développer également ce qu'on appelle un multifamily office, donc un cabinet de gestion de fortune un petit peu polymorphe qui peut couvrir autant des questions de transmission, de revente de boîtes, de gestion d'encours d'une manière générale. Donc, j'ai développé ça en m'associant du coup avec un partenaire en France qui était un gestionnaire de fortune, du coup d'HSBC, directeur gestion de fortune Île-de-France pour Swiss Life. Et puis on a continué à se développer en investissant tout notre argent pour le coup déjà dans cette stratégie de stock picking de small cap value qui va faire l'objet de cette discussion, et également en continuant dans la direction de l'édition de logiciels sur laquelle on s'est trouvé une réelle passion en plus d'une réelle compétence. Donc et moi ça me permet à la fois d'avoir cette casquette à la fois d'entrepreneur et d'investisseur, où je peux mettre finalement en application tous ces principes d'une entreprise qui réussit dans le monde réel, indépendamment un petit peu de ma notoriété, en faisant de l'édition de logiciels une société qui touche à ça. Et en plus, peut-être pour en dire 2 mots, auteur d'un livre best-seller qui s'appelle Enseigner l'argent à vos enfants. J'en ai créé un nouveau qui sera sur le sujet des small cap value. Je suis également à temps partiel chroniqueur sur BFM sur l'émission Culture Bourse, et voilà. Et ça va? Tu arrives à dormir la nuit? C'est la question que je te posais en off. Avec tout ce que tu fais, comment gères-tu ton temps? On va faire un épisode là-dessus. Comment tu arrives à gérer tout ça? Méthode Get Things Done, GTD, que je recommande à tout le monde pour prioriser, etc. Ensuite, un mot d'ordre qui m'a énormément inspiré dans la création de mes différentes sociétés et dans les sociétés d'ailleurs dans lesquelles j'investis et qui ont les meilleures performances, c'est décentralisation de la création de valeur. Comment est-ce qu'on peut arriver à finalement en un temps réduit apporter énormément de valeur à tous ces projets et à s'associer également avec les bonnes personnes, ce qui est un réel enjeu. Et ensuite, j'avoue que je ne fais pas grand chose d'autre de ma vie que de bosser. Donc ma compagne et mon associé, bref, voilà. T'as des enfants? C'est pas indiscret? Non, j'ai pas. Ça aide aussi, ça aide. J'en suis complètement conscient. Il me reste encore 3 ans où je peux avoir le pied à 100% sur l'accélérateur, et après je serai obligé de temporiser. Mais écoute, trop bien. Bon, je te propose qu'on passe au sujet du jour, parce que ce qu'on disait en parlant off, on pourrait parler d'1 heure de business et d'échange de tous ces sujets-là, mais l'objectif, c'est de donner du contenu à mes auditeurs sur cette thématique de small cap value. Alors, j'ai décrit comme acheter des actions que personne ne veut, mais en réalité, on va dire le terme réel, le vrai terme, c'est les small cap value, donc small cap, des petites capitalisations, et value qui sont théoriquement sous-cotées par rapport à leur valeur intrinsèque. Alors, du coup, j'avais demandé la définition, mais je l'ai un peu faite. Est-ce que tu peux peut-être la compléter sur ce que j'ai dit, ou la...
Avec grand plaisir. Déjà, on parle du coup d'entreprises cotées en bourse, on ne parle pas de private equity. Ce sont des entreprises que l'on peut acheter sur le marché boursier, qui ont en règle générale sur le marché européen, on parle d'une capitalisation boursière entre 100 millions et 1 milliard, sur le marché américain plutôt entre 200 millions et 2 milliards. Donc on parle, souvent on se dit les petites entreprises vont être risquées, enfin on parle déjà d'entreprises qui pèsent tout de même plusieurs centaines de milliards, de millions d'euros, donc entre 200 millions et 2 milliards, 100 millions et 1 milliard pour les boîtes européennes, pour si j'ai une ballon qui a fourché. En plus de ça, peut-être pour agrémenter cette définition, souligner le fait que c'est une classe d'actifs qui va être délaissée par les professionnels, ce qui est la raison pour laquelle il va y avoir autant de défauts de valorisation. La raison de ce contexte, c'est qu'il va y avoir un petit peu moins de liquidité. Donc, ça va être plus difficile pour un institutionnel qui a 10 millions d'euros à investir de prendre position en quelques jours, parce qu'il faut pour qu'il y ait des acheteurs, il faut qu'il y ait des vendeurs. Donc, il va y avoir une problématique de liquidité. Il va y avoir également une problématique de dépassement de seuil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en France, on dépasse les 5%, il va y avoir des démarches administratives à entreprendre pour l'investisseur, parce qu'il va être obligé de se signaler aux autorités marchés financiers, de faire une OPM, semble-t-il. Donc bref, il va y avoir un ensemble de problématiques associées au fait qu'on va, de contraintes associées au fait qu'on va dépasser certains seuils. Et en plus de ça, pour pas forcément tant de rentabilité que ça, si on ne peut pas investir beaucoup. Et un fonds qui a, tu vois, je suis d'amitié avec Louis-Vincent Gave, qui est le fils de Charles Gave. Ils ont 5 milliards d'encours sous gestion. C'est pas non plus énorme, mais ça induit des grosses problématiques de liquidité. Et quand tu as 5 milliards à gérer, tu t'en fous un petit peu de la ligne, tu n'as que 5 millions à mettre dessus, quoi. Donc tu vas investir moins de ressources. Donc bref, pour cet ensemble de raisons, il va y avoir finalement moins de monde dessus. Et enfin, le dernier point, c'est que, et c'est la grande phrase de l'investisseur Jim Slater, un éléphant ne galope pas, et c'est beaucoup plus simple pour une entreprise de passer de 100 millions à 1 milliard de capitalisation boursière. Aujourd'hui, c'est des process qui sont connus, de croissance externe, joint venture, ce que j'adore, de développement finalement à l'international ou sur différentes... Il y a plein d'axes de développement pour qu'une entreprise arrive à dépasser finalement ce cap des 100 millions pour aller à 1 milliard. Par contre, pour une entreprise comme Apple, passer de quelques trilliards à quelques dizaines de trilliards, va falloir complètement se réinventer. Va falloir faire face à des problématiques de monopole, va falloir faire face à énormément de problématiques qui pour certaines ne sont même pas connues encore. Et de ce point de vue-là, c'est plus... Il est préférable finalement d'aller sur les small caps, et les statistiques parlent d'elles-mêmes. On est donc en indiciel à l'échelle séculaire, donc sur les 100 dernières années, le fait d'investir ne serait-ce que sur des ETF, small cap value, rapporterait 1 à 2% de performance en plus par rapport au fait d'aller sur du S&P 500 et son équivalent avant les années 50, vu que le S&P 500 est un indice, comme tu le sais, qui a été créé au milieu du XXe siècle. Donc, pour cet ensemble de raisons, je me suis pris de passion pour cette classe d'actifs que les small cap value représentent. Aujourd'hui, 100% de mon patrimoine liquide est investi en bourse sur cette classe d'actifs, y compris celui de mes sociétés. Donc, voilà. Et je vais pouvoir du coup en parler en tant que initié. Ben oui, c'est clair. Si tu as 100%, comme tu dis, tu es skin in the game, donc tu as tout ton patrimoine là-dedans, donc tu sais de quoi tu parles, parce que c'est ce que tu fais pour toi et pour tes clients. Alors, avant qu'on détaille les critères, les ratios, tout ce qu'il faut regarder et tout pour apprendre à sélectionner ces valeurs-là, parce que c'est ce que je pense va intéresser les auditeurs, j'aimerais qu'on dézoome un peu, parce que tu vois, on a parlé d'ETF. Moi, je suis très pro ETF, je ne vais pas te mentir, j'en parle très souvent, j'adore ça pour tout un tas de raisons, surtout pour les débutants et pour ceux qui n'ont pas le temps. Je trouve que c'est vraiment un outil génial qui a été créé. Et je suis moi aussi majoritairement investi en ETF. J'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu vois, vu que tu n'as pas du tout d'ETF, du coup, tu vois, il y a beaucoup de gens, tu vois, notamment des créateurs de contenu, et je sais que tu en connais un paquet, parce que c'est eux qui vont bien en relation avec toi, qui parlent souvent de socle passif, les socles actifs, donc avoir une majeure partie du portefeuille en ETF pour avoir la perte du marché, et une autre partie où on s'amuse un peu, on va chercher à surperformer. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, et pourquoi tu ne l'appliques pas? Enfin, je pense que tu n'en penses pas forcément du bien, parce que tu ne le fais pas. Alors, qu'est-ce que tu en penses, et pourquoi toi tu ne l'appliques pas? Alors, premier point, je ne m'amuse pas en bourse, j'y investis. D'une manière active. Je ne vais pas vers la gestion indicielle. Je partage ton point de vue sur le fait que la majeure partie des gens ferait mieux d'aller sur une gestion indicielle que de laisser leur argent sur un compte en banque, ou que de s'adonner au stock picking sans les bonnes connaissances /armes. Maintenant, je n'y vais pas parce qu'aujourd'hui, selon moi, on est dans une réelle bulle indicielle. Les marchés sont hyper concentrés
les ETF, tu prends le S&P 500, tu es concentré à plus de 42% sur le top 10 des actions, ce qui est supérieur au seuil des années 2002 et qui se rapproche dangereusement du seuil des années 1930. Tu prends la répartition sectorielle du S&P 500, tu es surconcentré à plus de 40% également, sur 3 secteurs que sont le télécom, la tech et le healthcare. Également, énorme signe rouge, pour pas dire signe noir, sachant que tu avais également cette concentration, à peu près à l'identique, dans les années 2000, et tu regardes en 2008, ça s'inverse complètement avec la proportion de commodities, d'énergie et également d'utilities et de consumer défensives en termes de répartition sectorielle. Donc moi aujourd'hui, l'hyperconcentration sur les big tech qui sont surévalués et l'hyperconcentration sectorielle également des indices de référence, je la trouve très dangereuse. Une approche indicielle sur laquelle une diversification géographique est réfléchie, sur laquelle une diversification sectorielle est réfléchie, sur laquelle la prise en compte également des facteurs quality et value est prise en compte, avec des travaux comme ceux de James O'Shaughnessy qui recommande justement statistiquement, dans son livre The New Rule for Investing Now, une répartition avec 50% de small cap value, 35% de large cap value, 15% de large cap growth, et avec dans cette répartition structurelle-là, finalement, une prise en compte des répartitions géographiques et sectorielles. Selon moi, on peut faire les choses bien sur un plan indiciel. Mais de la même manière, la plupart de ceux qui vont parler de gestion indicielle n'auront pas ce point de vue-là, qui est pour le coup le mien. Mais une fois que tu as fait cet effort-là, finalement, généralement, c'est que tu t'es intéressé fortement, du coup, à ce que la diversification représente et à l'impact d'une bonne diversification. Et le fait est que, quand tu t'intéresses à ce genre de choses, notamment, je pense aux travaux de le livre Robert Ekstrom, les stratégies de Warren Buffett, tu te rends compte que plus tu diversifies, plus tu ajoutes de lignes à ton portefeuille à partir de 20 boîtes, plus finalement tu vas réduire ton risque systémique, mais tu ne vas pas réduire ton risque systématique, qui est une forme de composante sur laquelle tu vas, même si tu ajoutes autant de boîtes que tu veux, finalement tu vas pas la réduire. D'ailleurs, le S&P 500 a aujourd'hui un risque systématique bien plus gros que mon portefeuille sur lequel j'ai que 20 boîtes, parce que ce risque-là, tu vas réduire encore une fois avec une répartition sectorielle et géographique importante. Et moi aujourd'hui, finalement, plus j'ajoute de titres à mon portefeuille, plus je risque de réduire sa performance. Robert Ekstrom avait montré également sur une étude que je pourrais te montrer, tu as une forme de Gaussienne où ils ont réalisé de manière aléatoire 5 portefeuilles, d'ailleurs c'était 3000 portefeuilles, mais avec sur 5 répartitions différentes, un composé de 250 actions, un de 100 actions, un de 50 actions, un de 25 actions, un de 15 actions. Et si tu voulais avoir statistiquement le plus de chances de battre le benchmark, ton S&P 500, il fallait que tu concentres ton portefeuille. Donc, pour des objectifs de performance, je vais concentrer mon portefeuille, mais je vais tout de même faire un effort finalement de répartition géographique et sectorielle important sur mes 15 titres pour avoir tout de même un risque systématique qui s'approche de celui des indices, en gros. Ok. Très clair. En fait, j'avais 18 questions à te poser entre-temps, mais du coup, j'en ai oublié quelques-unes. Je reviens sur les ETF, parce que du coup, on avait discuté de ça. Tu me parles de l'ETF Small Cap Value. Je voulais savoir, tu vois, qu'est-ce que tu penses? Parce que souvent, quand on pense au fait de s'exposer au small cap, tu me dis si tu es d'accord, mais souvent, on pense à l'ETF Russell 2000. Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie pour s'exposer au small cap ou pas? Déjà, le Russell 2000 n'aura pas de composante value, donc tu auras tout de même le risque d'aller vers des small caps sous-évalués. Tu auras d'une manière générale finalement la réaction des small caps, c'est-à-dire tu as suite à une récession, les small caps vont en règle générale sur les 5 années qui vont suivre une récession surperformer de 53% en plus par rapport au large cap. Donc en fait tu vas avoir des composantes, ça va être intéressant, tu vas avoir des composantes génériques des small caps d'une manière structurelles, donc et en fin de cycle d'expansion elles vont moins bien performer que des large caps, mais tu ne vas pas avoir finalement l'attrait value, tu ne vas pas non plus avoir de décorrélation par rapport au marché. Moi ce que je vais apprécier dans le fait d'avoir des petites entités un petit peu partout dans le monde, c'est d'avoir des mouvements qui sont complètement décorrélés des marchés. Tu vois, en août cette année on a eu un petit creux sur le S&P, moi c'était un petit boom sur le mien parce que j'ai eu une boîte en Mongolie incorporée au Caïman cotée à Hong Kong qui s'est réveillée, si tu veux. Et c'est des choses qui sont complètement décorrélées du marché et c'est quelque chose que je vais apprécier. À aller vers de l'indiciel, je me pencherai plus vers du VBR, tu vois, du Vanguard Small Cap Value,
que vers du Russell 2000, parce qu'au moins il y aurait cette composante value. Il y aura de toute façon, avec une gestion indicielle, une forte corrélation marché, qui est quelque chose que je vais avoir tendance à suivre, à fuir mon propre portefeuille. Mais au moins tu auras une composante value qui, statistiquement dans le temps, d'ailleurs ce que Fama et French ont bien démontré avec tous leurs papiers, sera plus profitable pour l'investisseur. Ok. Du coup, alors juste pour terminer sur les ETF, parce que voilà, les questions me reviennent quand tu as parlé. Tu parles de bulle indicielle. Est-ce que tu peux redévelopper un petit peu pour quelles raisons tu vois ça? Alors les raisons tu me les as déjà données, hein, c'est surconcentré donc sur les big tech et surconcentré sur le top 10 et même au niveau secteur. Quelles seraient les conséquences potentielles, tu vois, de l'éclatement de la bulle? Comment ça se passerait? Et est-ce que tu ne crois pas au fait que sur le long terme, même si la bulle éclate, on va dire le marché se réorganise pour justement après donner quand même malgré tout une performance très bonne sur le long terme? Tout à fait. Enfin, de toute façon, je pense que le S&P 500 continuera à donner ce qu'il a donné sur les 100 dernières années, c'est-à-dire environ 9% par an, inflation déduite et aux alentours des 7-8. Même si on est trop aujourd'hui, sur un horizon de 20, 30, 40 ans, dans tous les cas, ta performance sera correcte, et je préfère largement le LSI que le DCA, donc le fait d'investir d'un coup. Vanguard ont démontré 300 fois que globalement c'était plus performant dans 70% des cas, et je le crois. Donc il vaut mieux investir tout aujourd'hui sur des S&P 500 que d'en faire, bien évidemment, ou que d'attendre la crise. Ça, c'est évident. Maintenant, quel est le risque? Aujourd'hui, on est sur donc pour les États-Unis, si on parle du S&P 500, on est sur un PER moyen de marché, donc ce qu'on appelle un Shiller PE. Donc le PER, pour rappel, peut-être c'est le ratio, donc capitalisation boursière sur résultat net de l'entreprise. Donc si vous achetez un immeuble en SCI 1 million d'euros et qu'il vous rapporte 100 000 euros de résultat net annuellement, vous avez un ratio prix sur bénéfice de 10. Si il vous rapporte 200 000 euros annuellement, vous avez un ratio prix sur bénéfice de 5. Donc c'est plus intéressant que le ratio soit de 5 qu'il soit de 10, parce que en théorie, du coup, en 5 ans, vous remboursez votre mise dans l'hypothèse où 100% du résultat net vous est reversé en tant qu'actionnaire, ce qui est rarement le cas, mais ça permet d'avoir une métaphore qui permet de se visualiser. En moyenne, les marchés qui sont, enfin le marché américain en moyenne un PER de marché entre 15 et 17 historiquement. À l'heure actuelle, on est au-dessus des 30. Et ça, c'est en partie dû à la bulle indicielle. Ouais. Ce qui se rapproche également des années 2000. Et le risque qu'on a, c'est tout simplement que cette valorisation de marché retombe à la moyenne. Et cette valorisation de marché retombe à la moyenne, on parle juste d'un décrochage de 30 à 50% du marché. Et ça, c'est... Enfin, ouais. Et selon toi, tu penses que les small cap value ne seraient pas impactés par cette survalorisation? Alors, un ETF small cap value américain, si. Par contre, une stratégie qui mixe notamment une exposition aux États-Unis, mais également en Asie, où actuellement la valorisation du marché asiatique, c'est un PER de marché de 11. Non. Parce que tu ne peux pas retomber, ça ne s'est jamais vu de tomber à un PER de marché à 5, quoi. Donc, de ce point de vue-là, en fait, c'est juste ton ascenseur a prévu de chuter, parce que tôt ou tard il chute. Tu préfères être à quel étage? Au premier ou au 30e, quoi. C'est juste l'image. Et moi, je préfère, et moi, ça me dérange pas que je suis français à la base, ça me dérange pas que mon argent soit chez les communistes. Mais par contre, vis-à-vis de la hauteur que je vais me prendre en étant dans l'ascenseur, dans tous les cas, s'il y a crise, ça va taper. Mais je préfère que ça tape du premier étage que du 30e, quoi. Donc, d'où l'importance notamment le principal intérêt de se diversifier géographiquement. Aujourd'hui, selon moi, il est dans le fait de faire baisser la valorisation globale d'un portefeuille. Ok. Bon, du coup, transition toute faite, parce que je pense que ça fait partie des critères importants que tu regardes quand tu choisis une action. Alors, plein de questions à te poser, mais on va commencer par le commencement. Comment tu l'analyses? Enfin, quels sont les critères les plus importants pour repérer une boîte de qualité, enfin, pas une boîte de qualité, une boîte de value, du coup, sous-évaluée? Alors, value, qualité, peut-être que tu mixes un peu les deux stratégies, je sais pas, mais quels sont tes critères les plus importants? Alors, ouais. En essayant de le vulgariser au maximum, hein, comme je sais très bien le faire,
va y avoir deux étapes dans l'analyse quantitative, donc des chiffres financiers, l'analyse qualitative du coup du rapport annuel de la société. Sur un plan purement quantitatif, il va y avoir en effet trois étapes. Le sujet de la valorisation, est-ce qu'on achète moins cher que ça ne vaut, est-ce qu'on fait une bonne affaire? Le sujet de l'avantage concurrentiel, est-ce que l'entreprise a des chances de durer, tout simplement? Et le sujet de la gestion, est-ce qu'elle ne risque pas de faire faillite? Et est-ce que comment dire? Est-ce que également, parce que Benjamin Graham disait fort justement, à court terme le marché vote, à long terme il évalue, est-ce que finalement la valorisation de cette société intrinsèque a de bonnes chances de s'apprécier dans la durée? Donc pour répondre à ces trois questions, dans un premier temps, sur le sujet de la valorisation, on va s'intéresser à des ratios comme le PER. On va comparer le prix de l'entreprise par rapport à ce qu'elle génère en matière de revenus. Et ça va être vraiment déjà le premier point, parce que la meilleure façon de perdre de l'argent en bourse, en immobilier, sur des voitures de collection, sur ce que tu veux, c'est d'acheter quelque chose plus cher que ce qu'il ne vaut. Et des ratios de valorisation en bourse, tu en as une multitude. Tu en as où on va comparer la capitalisation de l'entreprise au chiffre d'affaires, ce qu'on appelle un price to sell. En règle générale, on veut des price to sell inférieurs à 1,5. Ce que William Egons, qui est un de mes mentors et le gestionnaire de fonds small cap value le plus performant d'Europe depuis 30 ans, recommande d'utiliser. Tu vas avoir le PER, donc le ratio prix sur bénéfice, qui n'est pas forcément un ratio qu'on va utiliser, parce qu'aujourd'hui, dans les normes comptables telles qu'elles sont proposées, on va avoir tendance à faire passer un certain nombre de charges d'exploitation dans les dépenses d'investissement de capital. Donc, bref, on va préférer le price to free cash flow, donc le prix sur les flux de trésorerie libres de l'entreprise, que le PER, en tout cas nous concernant par le long terme. Et ensuite, on peut aussi s'intéresser à la capitalisation de l'entreprise sur sa book value, sur la valeur hypothécaire entre guillemets de l'entreprise, sur ses capitaux propres. Et en faisant ça, on s'est retrouvé par exemple à faire de très très beaucoup en 2020 en achetant des sociétés minières dans l'or moins cher que la valeur de leur stock d'or. Et ça, c'est des choses qui peuvent nous arriver. Bon, et lorsque tu fais ça, tu sais que tu fais une bonne affaire, parce que tu achètes quelque chose factuellement moins cher que ce qu'il ne vaut. Donc ça, c'est le sujet de la valorisation. Ensuite, il y a ça, c'est sous réserve, j'imagine, que les autres critères sont respectés. Oui, c'est un critère, nécessaire, mais non suffisant, comme on le dit en mathématiques. Ensuite, il y a le sujet de l'avantage concurrentiel. Qu'est-ce qui fonde fondamentalement l'avantage concurrentiel d'Apple par rapport à Huawei? D'apparence, on peut donner pas mal de raisons, mais là, actuellement, on se penche uniquement sur le sujet financier. Si tu compares les deux boîtes, tu te rends compte qu'en 2022, la marge d'exploitation de Apple était aux alentours je crois que c'était 22 ou 25, quand celle de Huawei était à 6. Pourquoi? Parce que dans tes charges d'exploitation, tu vas retraiter d'une part ton coût produit, sur lequel va y avoir ta marge brute, et il va y avoir également tes frais en R&D et tes frais en marketing. Et une boîte comme Apple a besoin de faire beaucoup moins de marketing que Huawei pour vendre, parce que leur branding est exceptionnel. Elle peut vendre plus cher, parce que lorsque Huawei te vend un écran HD ou AMOLED ou j'en sais rien, Apple va appeler ça écran Retina, tu vas te dire ça vaut beaucoup plus cher, alors que fondamentalement, technologiquement, il n'y a pas non plus un gap. Enfin, les Apple Addicts vont crier dans tes commentaires, mais il n'y a pas un gap monumental. Enfin, je suis ingénieur à la base, enfin, tu peux pas me la faire, quoi. Ça serait déconnant de dire qu'il y a une grosse différence. Et globalement, le branding de l'entreprise fait qu'il y a de meilleures marges. Et moi, je vais toujours rechercher des boîtes qui ont d'excellentes marges. D'aucuns me diront oui, mais telle boîte a de fines marges et pourtant c'est une réussite boursière. Je fais pas dans le social quand j'investis en bourse. 100% de mon patrimoine est en bourse, donc je veux de l'efficience. S'il y a une boîte dans l'agriculture au Brésil qui arrive à avoir 60% de marge brute, alors que la plupart des gens qui vendent des pommes globalement sont à 15% de marge brute, je veux cette boîte-là. Et cette boîte-là existe. Et c'est le genre de choses que je veux. Donc des boîtes qui ont d'énormes marges parce que ça témoigne d'un bon avantage concurrentiel. Il y a d'autres ratios d'avantage concurrentiel. Je vais peut-être pas rentrer dans ces détails-là parce que ça servira à rien. Mais sur le sujet des marges, je me permets de t'interrompre sur le sujet des marges. Tu parles que de marge brute, non, la marge nette aussi d'exploitation. Marge d'exploitation. Donc marge d'exploitation, tu retraites du coup les frais de développement, qui t'amènent à ton résultat brut, et tu retraites également tes dépenses, tes charges d'exploitation dans lesquelles tu vas retrouver du coup tes frais en R&D et tes frais également, ce qu'on appelle le vente des biens et administration, donc en gros marketing. Ok. En gros, très très gros. Et en faisant ça, parce que tu vois, en fait, tes marges brutes vont énormément dépendre de l'industrie. Par exemple, l'industrie des semi-conducteurs ont d'excellentes marges brutes. Par contre, tu vas avoir des dépenses en R&D. Intel va dépenser 35% de son résultat brut en R&D.
Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'écarter parce que si tu as une hyper dépendance à la R&D, globalement, sur un horizon de 10 ans, il y a de fortes probabilités que tu te fasses dépasser par un Chinois ou un Indien. Et concernant l'exploration spatiale et la R&D, comme le dit Warren Buffett, j'applaudis les essais, mais je monte pas dans la fusée. Je préfère une boîte comme Coca qui me vend le même jus depuis 50 ans. Et c'est parce qu'au moins, je sais que ça existera encore. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis actionnaire de boîtes dans le charbon, parce qu'on a beau dire c'est sale, c'est pas bien, etc. Aujourd'hui, c'est juste 40% de l'énergie mondiale, avec une hyperdépendance de pays comme la Chine, qui sont les bassins industriels du monde à 60%. Et donc, et en plus de ça, en investissant dans ce genre de boîtes, elles ont aussi les moyens de se développer, de réduire leur teneur en soufre, en carbone, etc. Donc en fait, c'est pas mal d'investir dans ce genre de boîte, sachant que de toute façon, on en dépend. Même au contraire, tu as plus d'impact vert, entre guillemets, en donnant le moyen, genre de boîte, de se réinventer, qu'en disant non, il faut tout arrêter. Non, en fait, du jour au lendemain, tu peux pas tout arrêter. Si tu es dans ce registre-là, tu fais de l'utopie. Et l'utopie s'oppose au réalisme. Donc il faut faire sur du long terme. Ouais. Et en termes de ratio, est-ce que tu peux donner des chiffres? Marge d'exploitation, moi je vais favoriser des boîtes qui ont des marges d'exploitation supérieures à 20%. Okay. En termes de ratio de valorisation, je vais apprécier des price to sell inférieurs à 1,5, je vais apprécier des price earning growth, ce qu'on appelle un PEG, donc un PER divisé par le taux de croissance inférieur à 1. Et j'ai mon propre ratio de valorisation qui s'appelle l'EVOIG, Enterprise Value Owner Earning Growth. Et ensuite, il y a le sujet de la gestion. Donc, on a parlé valorisation, avantage concurrentiel. Et ensuite, il y a le sujet de la gestion. Et sur le sujet de la gestion, on va déjà s'assurer que l'entreprise on va réduire le risque de faillite de l'entreprise. Pour ce faire, il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'endettement de l'entreprise. Donc, on va aller vers des ratios type debt equity inférieur à 50% pour s'assurer que l'entreprise n'a pas plus de dette que sa valeur hypothécaire, entre guillemets, sa valeur comptable. Debt to income aussi, quelle est la dette de l'entreprise par rapport à ses revenus. Et donc ça, c'est sur le sujet finalement de l'endettement. Et tu as un autre sujet qui peut l'amener à la faillite, c'est le risque de fraude comptable, qui n'est pas des moindres en bourse. Quand tu te penches sur des sujets comme Wirecard, dernièrement en Europe, ou Enron dans les années 2000, aux États-Unis. Et ça, tu as des modèles quantitatifs comme le Baynish M-Score qui vont te permettre d'écarter d'une manière avec une probabilité assez haute des risques de fraude comptable. Donc ça, c'est sur le sujet dans la partie gestion, comment éviter la faillite. Et ensuite, tu as un autre sujet, c'est comment assurer sa croissance. Et pour qu'une entreprise connaisse une bonne croissance dans la durée, tu ne peux pas espérer qu'elle te rémunère de plus de 10% par an si ses ventes n'ont pas ce niveau de performance. Donc on veut au moins que son chiffre d'affaires ait un niveau de croissance de par exemple 10% par an. Et on veut également que le rendement de son capital suive la même tendance, parce que comme le dit fort justement William Egons, eh bien, le rendement du capital est plus pérenne que la croissance passagère des ventes. Et donc, il est essentiel que le return on equity ou le return on invested capital soit au moins de 10% par an. Alors là, tu parles bien du ROE et ROIC, j'imagine, en termes de ratio. C'est quoi la différence concrètement entre le ROE et le ROIC? T'as envie qu'on aille dans ce genre de discussion? Dans ce genre de débat. Allez, essaye de faire simple. Essaye de nous l'expliquer en 1 minute. Le faire simple en 1 minute. Je pense que le plus simple, c'est qu'on aille sur Value Investing Trainer et que je te montre directement ça avec les tooltips. C'est prévu. On va faire l'exercice à la fin. On montrera ton outil en fin d'épisode et on pourra y revenir du coup à ce moment-là. Ce sera le plus simple. Ouais. Je reviens juste sur les critères encore. Je suis désolé, je reviens sur les marges. On a parlé de marges. Je voulais te poser la question sur les marges nettes. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes aussi, les marges nettes, ou tu regardes que les marges d'exploitation? Pas vraiment. Je vais pas regarder forcément la marge nette parce que en gros, tu vas de toute façon en tant qu'entreprise, ton objectif selon la fiscalité de tes pays. Ça va y avoir énormément de dépendance. La fiscalité des différents pays va être quelque chose qui va m'intéresser, notamment sur des sujets de retenue à la source. À boîte équivalente entre la Norvège et Singapour, je préfère Singapour parce que je n'aurai pas d'impôt sur les retenues à la source. Mais pour l'entreprise en soi, si ta marge nette va avoir moins d'importance de mon point de vue que ma marge d'exploitation, parce que tu vas avoir tendance à mettre en œuvre un certain nombre de choses en tant qu'entreprise en France, notamment pour réduire finalement ton résultat net afin de payer moins d'impôts, en réinvestissant un certain nombre, une partie de tes revenus, notamment en dépenses d'investissement de capital par exemple. Donc non, je préfère regarder de manière extrêmement lucide la marge d'exploitation, parce que notamment lorsque je vais comparer deux entreprises dans deux pays différents, ça me permettra d'être sur le même étalon de mesure, entre guillemets. Effectivement. Ok. Autre question sur les critères que tu as dit, sans forcément parler du ROE et du ROIC, tu parlais de croissance, tu parlais de l'intérêt d'avoir
du rendement sur le capital, est-ce que tu regardes aussi la croissance du bénéfice ou que la croissance du CA? Croissance du CA, croissance des ventes. Ouais. Plutôt croissance, je vais regarder la croissance des ventes et la croissance du free cash flow, mais pas la croissance du CA. Enfin, du bénéfice net. Bénéfice. Ok. Pour quelle raison? Parce que... Encore une fois, en fait, on en revient sur la notion de résultat net qui est associé à ton taux d'imposition, qui est associé sur lequel tu vas avoir des variations en termes de dépenses qui n'ont pas forcément de... qui ne sont pas forcément intrinsèquement liées en fait à la performance de l'entreprise, alors que tes ventes, tu ne peux pas mentir sur tes ventes. Et aussi, ton bénéfice net, dire tout comme tes flux de trésorerie libre, vont être beaucoup plus sujets à variation, enfin, vont être beaucoup plus sujets à manipulation, alors que tu ne peux pas manipuler ton CA. En tout cas, beaucoup plus difficilement. Ok. C'est un point que j'apprécie. Yes. Autre question, alors là c'est plus sur ta stratégie globale, hein. Donc là on a vu un peu les ratios et les critères que tu regardais, et puis on terminera l'épisode en allant faire un tour sur ton screener. Est-ce que dans ta stratégie, est-ce que tu vends? Si oui, comment tu prends parce que là tu nous expliquais ton analyse pour acheter, et il y a toujours cette difficulté finalement quand on a une boîte qui marche bien ou même qui marche pas, hein. Quand vend-on, tu vois? Et toi dans ta stratégie, quels sont les signes qui te font dire que tu vends? Voilà, comment tu gères ça? Quand vend-on? Moi, je vais avoir tendance à très peu vendre, parce que je suis vraiment dans une dynamique de buy and hold. Je suis dans ma manière de créer des entreprises, dans ma manière de gérer mes business. Je suis vraiment dans une dynamique qui est accumulative. Ok. Et de ce point de vue-là, je vais avoir tendance à ne pas prendre position sur une boîte si je n'ai pas prévu de la conserver pendant plus de 10 ans. Maintenant, il m'est arrivé de sortir de boîte. C'est notamment si les résultats déçoivent trop sur un plan purement financier. C'est chiffre d'affaires qui décroît beaucoup trop par rapport aux attentes. Risque de fraude comptable, on en a eu un l'année dernière, on est sorti 3 mois plus tard, la boîte décrochée de 50%. Et que dire de plus si ce n'est également un changement de direction ou un changement de dynamique de direction, c'est-à-dire une boîte qui va se mettre à réinvestir énormément en R&D. Pour moi, c'est suicidaire par rapport au fait d'aller chercher plutôt des leviers de croissance beaucoup plus prédictibles et rentables pour les actionnaires que nous sommes, comme de la croissance externe. Ok. Donc, le fait de racheter des boîtes, ce genre de choses. Ok. Donc, ça, c'est quoi? C'est sur les rapports annuels, rapports trimestriels, dès que tu vois ça, les rapports annuels. Pas tellement trimestriels, c'est vraiment les rapports annuels pour nous qui sont la métrique. Et en gros, quand une entreprise va décevoir, mon choix de revente va se faire sur 2 ans. Quand une entreprise va décevoir, je vais la mettre sur une position que je vais appeler de sellette. Donc où elle ne va plus recevoir finalement mes flux de trésorerie, et 1 an plus tard, si ça ne s'est pas résolu, on la dégage. Et donc c'est finalement une dynamique sur 2 ans, hormis de fraude comptable, où là, si risque il y a, on sort l'entreprise directe. Ok. Là aujourd'hui, ta stratégie, quelle perf elle donne depuis combien de temps tu la tiens, et quelles sont les perfs vs celles du marché? Actuellement, on maintient en gros un différentiel de plus de 3 points par rapport au benchmark, et elle est réellement établie depuis 2020. Ok. Le benchmark, c'est quoi? S&P 500? S&P 500, ouais. S&P 500. S&P 500, notre vrai benchmark, c'est le Vanguard Small Cap Value, et lui, on est à 5-6 points dessus. Et par rapport au S&P 500, plus 3, c'est ça? Ouais, plus 3 annuellement. Sachant que donc l'année dernière, on était à -2, -3. On a mis une énorme distance en 2022 où le marché s'était crashé. Nous, on était à -18. Nous, on était à 0. Bref, donc c'est un ensemble de... Donc sur un recul de 4 ans, c'est ça? Donc depuis 2020. Sur un recul de 4 ans là-dessus. Et en effet, c'est un point qui est très important à souligner. C'est-à-dire que moi, je peux pas... ça serait malhonnête de ma part intellectuellement de vendre ma stratégie par rapport à mes performances. Parce que déjà... Oui, parce qu'il faut plus de recul. Ouais, et en plus de ça, c'est un portefeuille qui est extrêmement concentré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette année, le gros de notre performance, on bat cette année de un petit peu plus de 4 points le S&P 500, et le gros de notre performance est associé à une ligne qui a complètement explosé. Donc c'est en plus de ça, structurellement, quelque chose qui est... c'est difficile d'en tirer une performance systémique. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de se pencher sur ceux qui pratiquent le stock picking de small cap value depuis plus de 30 ans, genre William Higgins. Et William Higgins, par exemple, net de frais, on est sur du 13,2% de performance en Europe. Et lui, il est que européen en plus. C'est même pas aux US ni en Asie, quoi. Ouais, alors que toi, tu vas dans le monde entier?
Ouais, je vais dans le monde entier à la manière d'un autre de mes mentors qui est Pasi Avia, qui est donc le gestionnaire du fonds Kant chez Helsinki Capital Partner et qui était d'ailleurs le meilleur gestionnaire de fonds du monde Matic Small Cap Value en 2021. Ok. Et tu peux nous donner une ordre d'idée de ta répartition géographique Ouais. Actuellement, je suis à 41 ou 42% en Asie. Ouais. Dans quel pays en Asie? C'est Chine Chine, Japon, Singapour. Mais en fait, quand tu dis Singapour, Indonésie, globalement, un petit peu en Asie du Sud-Est. Okay. Et Asie du Sud-Est inclus. Il va y avoir une vingtaine de pourcents en Océanie également, donc Nouvelle-Zélande, Australie. Okay. Et après, globalement, c'est à peu près QI pondéré, donc 20-20 Amérique, Europe. Et pour ce qui est de l'Europe, je vais surtout aller plutôt chercher des titres typiquement en Pologne, en Suède et en Norvège. Okay. Et la Pologne étant bien plus sous-évaluée que la moyenne des pays européens d'ailleurs. Très intéressant, tout en étant un berceau industriel important, avec beaucoup d'efficience, une fiscalité attractive. La Pologne, c'est vraiment, selon moi, quelqu'un qui se construit un PEA doit se pencher sur le sujet de la Pologne, quoi. Ok. Et justement, en parlant de ça, tu investis majoritairement, j'imagine que ce qui est éligible au PEA, tu vas sur le PEA, ou pas forcément, vu que tu investis avec la Trésor, peut-être pas, non, t'as que le compte titre. Alors moi, je ne suis pas domicilié en France. Ah d'accord, ok. Parce que ma holding est en Lettonie, une bonne partie de nos sociétés d'exploitation sont en Estonie, et j'ai 3 boîtes en France, quand même. Ok. Mais le gros de nos activités sont dans les pays baltes. Ok. Et j'avais une autre question vis-à-vis de ça. Vis-à-vis, on parlera de la répartition sectorielle. Tu m'as dit géographique. Grosso modo, de ce que je comprends, tu fuis un petit peu la tech. Alors, non, je ne suis pas la tech. Je me dois. Tu fuis les big tech. Alors oui, je fuis les big tech américaines. Mais surtout, en fait, ce qui est important à comprendre, je pense, ce dont il faut se rappeler, c'est que à chaque cycle économique a son secteur de prédilection. Une boîte comme Dollar Tree, c'est une boîte qui fait plus de 60% de performance en 2008. Et c'est une boîte qui est dans les consommateurs défensifs. Parce que une situation comme 2008 sera favorable au secteur des biens de consommation défensifs et au secteur type utilities. Alors que sur la fin d'un cycle d'expansion, un cycle d'expansion, les technologies vont s'envoler. Sur la fin d'un cycle d'expansion, tu vas avoir l'énergie, puis les métaux précieux qui vont s'apprécier. D'ailleurs, ce qui est un sujet d'actualité, parce qu'après que l'énergie se soit appréciée, on a eu l'or cette année qui avait 30%. Et tout ça, c'est tout ça, ce sont des cycles où finalement chaque secteur connaît son moment de gloire selon le moment dans lequel on est économiquement parlant. Moi, je pars du principe que je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je ne sais pas quelle sera la prochaine guerre, la prochaine épidémie, le prochain truc qui nous sortiront. Mais, par contre, ce que je sais, c'est que je serai continuellement exposé au marché. Donc, ma vision sectorielle, c'est de m'exposer finalement, avec une proportion tout de même un petit peu réfléchie, mais sur chaque secteur partout dans le monde. Est-ce que du coup, quand tu parles de ces cycles, est-ce que tu penses au portefeuille 4 saisons de Ray Dalio, par exemple? En partie, ouais, tout à fait. Et donc, va y avoir bien évidemment, du coup, je vais pas avoir beaucoup d'obligataires dans mon portefeuille, par contre, par rapport à la répartition du coup un paquet, ouais, tout à fait. C'est pas forcément ma vision des choses, parce que je trouve que, pourtant, venant de Ray Dalio, je trouve ça étonnant d'ailleurs que dans son bouquin Changing World Order, il n'est pas assez développé le risque structurel, je trouve, des obligations. Je pense aux obligations françaises. Juste l'État français a fait faillite 3 fois dans son histoire au cours des derniers siècles, l'État allemand 7 fois. Et je trouve les obligataires finalement structurellement plus risqués que les actions. Donc je suis pas un fan d'obligations, mais j'en ai un tout petit peu. J'ai quelques obligations chinoises quand même. Ça c'est con. Parce que tu connais les fils de Charles, c'est ça. T'as dû investir sur le yen aussi alors? Non, par contre, c'est vrai que mon exposition à l'Asie a tout de même été renforcée par cette amitié.
forcément. Mais parce qu'on est la moyenne des personnes qui nous entourent, et ça c'est très important de se rappeler, c'est-à-dire qu'on a beau avoir un processus décisionnel extrêmement ferme, on a beau avoir énormément réfléchi le sujet, si on habite en France, qu'on est entouré par des Français, on aura des biais qui sont différents que si on habite à l'étranger et qu'on est entouré d'expats qui ne croient plus vraiment en la France. Enfin, donc c'est vraiment des éléments qui sont importants à prendre en compte. En tout cas, c'est difficile de les prendre en compte, mais c'est important d'être lucide vis-à-vis de ces derniers. Et donc, vis-à-vis de ma répartition sectorielle, je suis réparti dans tous les pays du monde, une bonne partie des pays du monde, sur chaque secteur. Super clair. Écoute Rémi, je te propose qu'on aille faire un tour sur ton outil, si ça te va. Alors, est-ce que tu veux que je le partage moi ou tu veux peut-être le partager toi je peux présenter mon écran. Ouais, c'est bon. Parfait. Voilà, fini, partir en mode Inception. Donc, Value Investing Screener, c'est un logiciel qui se présente de la sorte. On vous mettra un lien en description, et quand on clique dessus pour s'y inscrire, eh bien on arrive et qu'on s'y inscrit, on arrive sur cette page. Donc sur cette page, on peut rechercher des boîtes soit d'une manière simplifiée avec des critères de valorisation, de croissance, de profitabilité extrêmement simples. Donc si on cherche une boîte avec une bonne valorisation, une bonne croissance, une bonne profitabilité, un bon bilan, dans le pays qu'on veut, on va retrouver toutes les boîtes qui correspondent à ces critères. Tu peux voir tout le monde. Et ensuite, on peut aller d'une manière plus, disons, granulaire vers des boîtes en faisant le choix finalement des ratios financiers de manière précise. Donc on peut aller chercher par exemple que des boîtes qui ont un PER entre 0 et 10, qui ont notre fameux price to sell entre 0 et 1,5 par exemple, qui ont un taux de croissance du chiffre d'affaires de 10% par an, qui ont une marge d'exploitation supérieure à 20%, qui ont, on voit ROA, ROE. Donc, pour chacun, à chaque fois, on met des petits tooltips pour expliquer la différence entre les deux. Est-ce que là, on l'a bien expliqué? On l'a pas si bien expliqué que ça. Donc, capital investi. En gros, la grosse différence que tu vas avoir entre ROA et ROE, ton return equity, c'est basiquement, globalement, ton résultat net divisé par les capitaux propres, quand ton return on invested capital va prendre également en compte la dette, finalement, qui est investie. Alors que tes capitaux propres, c'est actif moins passif. Et également, ça va prendre en compte le taux d'imposition. Voilà. Ok. Pour rester encore une fois très simple. Donc là, si on veut un return equity supérieur à 10% et un return invested capital supérieur à 10%, tu peux le mettre aussi. Au niveau du bilan, on va aller chercher des boîtes qui sont très peu endettées, donc dette equity par exemple inférieure à 75%. On peut également s'assurer qu'il y ait pas mal de liquidités dans la boîte. Et on peut d'ailleurs aussi favoriser des critères comme le dividende. Par exemple, on veut, en plus de tous ces critères-là, des boîtes qui nous versent plus de 5% de dividende. Et on peut ajouter enfin à ça également notre Bailey M-score pour s'assurer que la boîte ne soit pas sujette à un risque de manipulation comptable. On va souhaiter un Bailey M-score inférieur à moins 1,8. Et c'est pour ce genre de choses, à chaque fois, on met des tooltips pour préciser les seuils. Les seuils de travail pour nos utilisateurs. Donc là, si on lance la recherche, on va trouver toutes les boîtes qui au monde correspondent à ces critères. Ok. Comme cette entreprise en Pologne. Si tu cliques sur, clique sur une pour qu'on aille voir en détail la fiche de la. Ou une autre. Celle-là, ça c'est deux que j'avais déjà ouvertes. Si c'est grisé, c'est que je les avais déjà ouvertes. On peut aller sur d'autres. Ok. Allons-y, va sur d'autres. Tiens, par exemple, cette entreprise, c'est une small cap allemande. On va voir ce qu'elle vaut, celle-là. Alors, c'est une boîte qui fait du marine shipping, donc du transport maritime. Ok. Donc, elle est tout bonne, sauf sur la partie croissance, hein, c'est ça? On va voir. C'est-à-dire que là, si on se penche, on va avoir tous ces ratios de valorisation, tu vois, un par un. Lorsque on a assez de données, là pour le coup, on n'en a pas assez, mais on va avoir généralement la valeur dans le pays en question du benchmark. Et là, on peut voir que du coup, tu as un PER de 3, un PCF de 4, un price to sell inférieur à 1,5, il est tout simplement à 1. Sur les critères de valo, s'il te plaît, ici, voilà, entre le DCF et les VOEG. Alors, je sais que les VOEG, c'est ton critère, hein, si je dis pas de bêtises, c'est toi qui l'as créé, hein, c'est ça. Tout à fait. Moi, quand j'analyse avec ton outil, je vois très très souvent, on va dire, une valorisation avec le DCF qui est correct, sous-évalué ou juste prix, et souvent je vois les VOEG qui dit qu'il est surévalué. J'ai l'impression que c'est un critère qui est un peu plus restrictif. Il est plus violent.
Il est plus violent. Il est plus violent, mais parfois non. C'est-à-dire que là, si on regarde cette boîte-là, par exemple en Pologne, on estime que avec les WEG, on estime qu'elle est sous-évaluée, et avec le discounted free cash flow également. On est en train le nouveau livre que je suis en train d'écrire, on est en train de faire et d'ailleurs on est en train de faire un papier qui sera publié en recherche financière sur les WEG et sur les performances qu'on obtient en backtesting. Ne serait-ce que sur le S&P 500, si en 2004 tu achètes que des boîtes qui ont un WEG inférieur à 1, tu te retrouves à surperformer le S&P 500 de plusieurs points. Et c'est un critère où qui est assez restrictif, où on va s'intéresser. En gros, c'est un price earning growth avec un petit peu amélioré avec on s'intéresse pas à la capitalisation boursière, mais capitalisation boursière plus cash moins dette. On s'intéresse pas aux résultats nets, mais au free cash flow. On s'intéresse pas aux croissance analystes, mais au return equity et aux ventes. Et ça donne quelque chose qui est assez dur à calculer parce que ça nécessite un certain nombre d'hypothèses pour pas tomber dans une situation où on a un NA, ce qui est le cas ici, et ça nécessite également une boîte qui a de très bons fondamentaux pour valider nos critères. Mais statistiquement, ça nous amène à d'excellents résultats en appliquant ce modèle. Toi, c'est un critère vraiment, c'est une condition sine qua non, les WEG inférieurs aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, ouais. Plus que le DCF. Pour moi, c'est bien d'avoir les deux. Maintenant, le DCF, tout dépend comment il est calculé. Nous, le DCF qui nous est proposé dans l'API qu'on utilise est très correct, donc on l'apprécie. Mais selon moi, il faut vraiment les deux. C'est-à-dire que en fait, c'est deux méthodes de valorisation différentes. Les WEG va être finalement un ratio de valorisation d'une certaine manière fondé sur un multiple. Alors que le DCF va être une estimation des flux de trésorerie à venir de l'entreprise. Et lorsque tu lis les états financiers d'une entreprise, tu t'intéresses à son passé. Lorsque tu fais un calcul de DCF, tu t'intéresses à son avenir. Et selon moi, c'est deux composantes qu'il faut analyser. D'où la raison pour laquelle il y a les deux. Très bien, merci. Et on peut filtrer d'ailleurs sur la base, on peut uniquement aller vers des boîtes qui ont un EVOEG entre 0 et 1 et un DCF entre 0 et 1. Et en faisant ça, on va se retrouver à avoir des boîtes où les calculs sont proposés et où c'est validé. Et là, typiquement, si on va sur cette boîte-là en Allemagne, d'ailleurs, tiens, une Utilities, là, on est sûr d'avoir déjà le calcul, d'avoir des boîtes qui sont sous-évaluées. Et sur cette boîte-là, on se retrouve avec une boîte qui a un EVOEG, c'est une sous-évaluation seulement de 8% et 40% sur le DCF. On a tous nos différents ratios de valorisation ici. On peut ensuite ici voir un petit peu l'évolution du chiffre d'affaires de cette entreprise sur les 10 dernières années, de son résultat net, de son free cash flow, avec les taux associés. On peut avoir une évolution également de ses marges pour savoir si elle est dans une dynamique où ses marges s'apprécient et tu vois que sa marge d'exploitation, par exemple, s'apprécie, ce qui est un très bon signe. Dans la durée, tu peux voir également, tu peux avoir une vision sur ses dépenses. Tu peux voir que ses dépenses d'investissement de capital ont drastiquement réduit, ce qui est un très bon signe. Tu peux avoir une vision également de ses différents ratios de rentabilité, etc. Et tu peux voir que là, cette boîte améliore continuellement sa rentabilité, ce qui est très positif. Tu vas avoir une vision également de la structure de son bilan comptable, de l'évolution de ses capitaux propres. Tu vas avoir une vision également ici des mouvements des initiés, s'il y en a. Avec également qui est le dirigeant, si tu as envie de faire des recherches à son sujet, sa rémunération, le nombre d'employés, part d'initiés, part d'institutionnels, s'il y a eu une émission ou un rachat de titres, avec le nombre d'actions en circulation, l'évolution également du dividende, que tu vois, il est stable, tu peux le voir, il est stable depuis 9 ans et il s'est apprécié dans le temps, il est supérieur à 5%, ce qui c'est partie de nos critères. Et si tu n'es pas à l'aise avec l'étude de chacun de ces éléments-là, et que tu vas du coup dans les masterclass, tu peux monter en compétence sur le sujet avec des masterclass qu'on a inclus dans le logiciel pour amener tous nos utilisateurs à facilement comprendre tous ces chiffres et éléments qui peuvent être abstraits si on débute. Ok, super clair. Bon, de toute façon, il y a le lien affilié que vraiment j'ai. Je mettrai un petit bon de comment on appelle ça, un code un petit cadeau, de promo surprise. Je ferai un petit promo surprise. J'espère bien. Je mettrai ça. Investir simple ou un truc comme ça et je te mettrai un code promo surprise en description. Ça marche. Ce sera écrit dans la description donc pour ceux qui veulent tester. Est-ce que juste pour info pour les auditeurs, t'as quand même un essai pour les gens qui veulent tester de 14 jours ou non? Il n'y a pas un essai, il y a une garantie satisfait remboursée sans aucune condition. C'est-à-dire que actuellement, on est encore sous un modèle de licence à vie. Donc, si tu as envie entre guillemets de l'essayer, tu le testes. C'est possible de mettre pas grand-chose si tu prends le paiement en 6 fois. Et si tu n'es pas satisfait au bout de 30 jours, tu nous envoies un email, tu es remboursé sans aucune condition. Donc, c'est comme un essai gratuit. Ouais, okay. Sauf que ça trie les curieux. Ça marche.
Écoute, merci beaucoup, Rémi. Est-ce que pour terminer, tu peux nous dire un peu, à part la bourse, dans quoi toi tu investis, qu'est-ce que tu fais hors bourse? Alors, même si tu nous as quand même dit que tu avais 100% de ton patrimoine en bourse, est-ce que tu as exagéré ou est-ce que tu as quand même un peu d'IMO, un peu de private equity? Est-ce que tu as un peu d'autres choses, tu vois? Ou tu es vraiment 100%? Ah non, mon patrimoine liquide est investi à 100% en bourse. En revanche, mon patrimoine valorisable est aujourd'hui très exposé à ce qu'on appelle le private equity parce que dans mes différentes activités, je suis actionnaire d'entreprises qui valent de l'argent. Je pense à notre family office, où on a une dizaine de millions d'euros sous gestion, et qui est accessible d'ailleurs si vous avez plus de 200 000 euros à investir. Et ensuite, il y a toutes nos activités de création de logiciels, dont Immoscan, par exemple, que tu connais, qui est une version immobilière de Value Investing Screener, que l'on a créé en faisant ce qu'on appelle un joint venture. On a aujourd'hui en Lettonie une société qui s'appelle Coding Capital, qui se développe en faisant ce qu'on appelle des joint ventures, du coup, avec des entreprises qui ont déjà fonctionné. Un joint venture, c'est lorsque deux entreprises s'associent pour en créer une troisième en mettant leurs ressources, que ce soit leur base client, leur notoriété, ou que ce soit leur expertise, au profit de cette nouvelle entreprise créée. Et c'est un modèle de développement que j'aime beaucoup. J'adore quand les entreprises que j'achète font ça. Berkshire Hathaway a dernièrement fait un joint venture avec Occidental Petroleum, et c'est le genre de choses que j'aime faire aussi en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, aujourd'hui mes entreprises valent plusieurs millions, donc je suis également exposé de fait au private equity, mais je ne suis pas investisseur en private equity, je suis acteur. Ouais, c'est tes boîtes en fait. Enfin, t'as des parts dans les sociétés. Ok. Et pas d'immobilier du coup? Pas d'immobilier du tout. Okay. J'ai quelques real estate investment trusts à travers mes sociétés, mais je considère ça comme des small caps, même si en soi les normes comptables sont légèrement différentes et la manière de les dénicher c'est également légèrement différent. Tu as certains éléments qui vont changer. Tu ne vas par exemple pas t'intéresser au résultat net d'une REIT, tu vas t'intéresser à ce qu'on appelle l'adjusted fund from operation, parce que tu veux prendre uniquement les résultats qui proviennent de l'activité immobilière de la société et pas du fait qu'elle dilapide par exemple son parc immobilier. Mais sinon, je ne fais pas d'immobilier à l'heure actuelle. Ok. Bon, bah écoute, Rémi, je pense qu'on a fait un beau tour. Est-ce que tu veux terminer sur quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, tu vois, sur la stratégie Small Cap Value qui te paraît pertinent, qu'on aurait oublié, sur lequel tu aimerais compléter? On n'a pas parlé trop de construction de portefeuille, mais je pense qu'en encourageant déjà tes auditeurs à se diversifier sectoriellement et géographiquement, on fait déjà le plus gros. On pourra aller plus loin en parlant d'optimisation, d'allocation avec des théories telles que celle du prix Nobel Harry Markowitz, mais c'est des choses que vous pourrez voir avec Backtest Vision dans Value Investing Screener. Et sinon, non, juste répéter cette phrase qui me semble essentielle à comprendre si on est de ceux qui investissent sur du long terme. Le rendement du capital est plus pérenne que la croissance passagère des ventes. Donc ne courez pas vers des boîtes dont les ventes explosent, courez plutôt vers des boîtes dont le capital, dont la qualité et la croissance du capital est notable, parce que c'est celles qui, dans la durée, ont le plus de chances de durer. Très belle citation de fin. Merci beaucoup Rémi en tout cas pour ton temps et la valeur que tu nous as apportée. Puis voilà, pour ceux qui veulent tester Value Investing, c'est dans le lien de description. Et on te retrouve où sinon? Parlons long terme, la chaîne? La chaîne YouTube, Parlons long terme. Ou sur BFM. Ou à la télé. Allez, ça marche. Voilà. Écoute, merci beaucoup Rémi et puis je te dis à très bientôt. Salut. Merci à toi Thomas. Ciao.